Mes mains tremblaient tandis que je fixais mon téléphone. 3 appels manqués de Maître Lambert, mon avocat. Puis un texto qui me glaça le sang. Hélène, appelez-moi maintenant. N'allez pas chez votre fille. C'est sérieux. J'étais littéralement en train d'enfiler mon manteau pour me rendre chez Amélie au Vésinet pour le dîner dominical. Ma fille avait tellement insisté cette semaine. Maman, tu ne viens plus jamais. Les enfants s'ennuient de toi. Je prépare ton rôti de bœuf préféré. Comment aurais-je pu refuser? Mais le texto de Maître Lambert changeait tout. Je me rassis sur mon canapé en cuir, celui que Jean et moi avions choisi il y a 32 ans lorsque nous avions acheté cette maison dans le quartier de Passy. Ma défunte moitié saurait quoi faire. Elle a toujours su. Mais elle était partie depuis 4 ans maintenant, et je naviguais seul dans ce monde depuis. Je composais le numéro de Maître Lambert avec des doigts tremblants. Hélène. Sa voix était tendue, professionnelle, mais je pouvais déceler l'inquiétude sous-jacente. Où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous seul? Je suis à la maison, Maître Lambert. Que se passe-t-il? Vous me faites peur. Bien. Restez-y, verrouillez vos portes. J'arrive. Nous devons parler en personne, et vous devez voir certains documents que j'ai reçus ce matin. 20 minutes plus tard, Maître Lambert était assis en face de moi à ma table de salle à manger, étalant des papiers entre nous comme s'il s'agissait de preuves sur une scène de crime, ce qui, je suppose, était le cas. Hélène, il y a 3 jours, votre fille Amélie et son mari David ont déposé une requête auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. Il marqua une pause, me regardant avec ses yeux d'avocat sérieux. Ils demandent à ce que vous soyez déclaré mentalement incapable. Ils veulent devenir vos tuteurs légaux et prendre le contrôle de tous vos biens. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Je me sentis littéralement prise de vertige. C'est insensé. J'ai 67 ans, pas 97. Je suis bénévole à la Banque Alimentaire. Je gère mes propres investissements. Je viens de renouveler mon permis de conduire le mois dernier sans aucun problème. Ma voix montait, la panique s'installant. Pourquoi ferait-il ça? Maître Lambert fit glisser un autre document vers moi. À cause de ça. Votre maison vaut aujourd'hui environ 2,4 millions d'euros. Votre portefeuille d'investissement est évalué à 1,8 million. Votre retraite et vos économies portent votre patrimoine total à un peu plus de 5 millions d'euros. Je savais que j'étais à l'aise. Jean et moi avions travaillé dur, économisé soigneusement, investi judicieusement. J'avais passé 35 ans comme ingénieur pétrolière avant de prendre ma retraite. Mais l'entendre exposé comme ça, de manière si clinique, si ciblée. Amélie est au courant de la valeur de la maison, dis-je lentement. Nous avons parlé du marché immobilier parisien à Noël dernier. Elle a plaisanté en disant que j'étais assise sur une mine d'or. Ce n'était pas une blague, Hélène. Maître Lambert ouvrit son ordinateur portable et le tourna vers moi. Regardez ça. Votre fille et David ont de graves problèmes financiers. Ils ont acheté cette grande maison au Vésinet il y a 3 ans. Un prêt immobilier de 650 000 euros. Puis David l'a convaincu d'investir dans l'entreprise de crypto-monnaie de son associé. Ils ont perdu 400 000 euros. L'école privée de votre petit-fils Léo coûte 15 000 euros par an. 2-3 leurs impôts fonciers s'élèvent à eux seuls à 22 000 euros par an. Je fixais l'écran, l'esprit en ébullition. Comment savez-vous tout ça? Parce que leur situation financière fait partie de leur requête. Ils soutiennent qu'ils doivent protéger vos biens de votre état mental déclinant avant que vous ne preniez des décisions irresponsables avec votre argent. Et Hélène, il me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ils montent un dossier contre vous depuis au moins 6 mois. Il me montra les preuves. Des photos de moi chez Monoprix, ayant l'air confuse dans le rayon des céréales. 4-5 j'essayais juste de trouver la marque que j'en achetais. Une déclaration de leur médecin de famille, le docteur Martin, notant que j'avais semblé désorienté lors d'un contrôle. J'avais un gros rhume ce jour-là et j'avais oublié quel médicament je prenais déjà. Une conversation enregistrée où je n'aurais pas réussi à me souvenir de mon propre numéro de téléphone. Je leur avais donné mon ancien numéro,
d'avant que je ne change d'opérateur. Chaque moment normal de la vie d'une personne vieillissante, tordue en preuve d'incompétence. Mais c'est de la fraude, dis-je, la voix vide. C'est de la maltraitance des personnes âgées. Oui, en effet. Et malheureusement, Hélène, cela devient de plus en plus courant. Des enfants adultes qui s'en prennent au patrimoine de leurs parents avant leur décès. Les tribunaux voient de plus en plus de cas de ce genre. Maître Lambert ferma son ordinateur portable. L'audience est prévue dans 2 semaines. Ils ont agi rapidement, espérant probablement vous prendre au dépourvu. Que se passe-t-il s'ils gagnent? Ils deviennent vos tuteurs légaux. Ils contrôlent vos comptes bancaires, vos investissements, votre maison. Ils peuvent vendre votre propriété, vous placer en maison de retraite, prendre toutes vos décisions médicales. Vous perdriez essentiellement toute votre autonomie. Et Hélène, il se pencha en avant. Compte tenu de leur situation financière, j'estime qu'ils mettraient votre maison en vente dans les 3 mois. La maison où Jean et moi avions élevé Amélie. Où nous avions organisé les dîners de Noël et les fêtes d'anniversaire, où nous avions planté le jardin ensemble, où elle avait rendu son dernier souffle dans notre chambre à l'étage en me tenant la main. Ils ne peuvent pas faire ça, murmurai-je. Amélie ne ferait pas ça. C'est ma fille. Je suis désolée, Hélène, mais les preuves suggèrent le contraire. Ils ont planifié cela avec soin. Ils ont attendu que vous ayez ce petit accident de voiture l'année dernière. Ils ont documenté chaque fois que vous avez oublié un nom ou manqué un rendez-vous. Ils ont construit un récit. Je me souviens de cet accident. Je rentrais des courses quand un adolescent a grillé un feu rouge et m'a percuté. Le rapport de police indiquait clairement que je n'étais pas en faute. Mais maintenant je comprenais pourquoi Amélie avait tant insisté pour venir à tous mes rendez-vous médicaux après ça. Pourquoi elle avait commencé à prendre des notes sur son téléphone chaque fois que nous parlions. Elle rassemblait des munitions. Que dois-je faire? Je me sentais perdu, trahi, en colère et terrifié, tout à la fois. Maître Lambert se redressa, son expression passant de sympathique à stratégique. Nous nous défendons, et nous nous défendons intelligemment. Mais Hélène, j'ai besoin de savoir, êtes-vous préparée à ce que cela pourrait signifier? Ce n'est pas seulement une bataille juridique. Cela va déchirer votre famille. Je pensais à Amélie petite fille. Comment elle grimpait sur mes genoux et me demandait de lui lire des histoires pour s'endormir. Comment elle avait pleuré aux funérailles de Jean, s'accrochant à moi comme si j'étais son ancre. Comment elle m'avait dit qu'elle m'aimait la semaine dernière encore. Mais ensuite, je pensais à ce qu'elle essayait de faire maintenant. La trahison, la tromperie calculée, la volonté de détruire la dignité et l'indépendance de sa propre mère pour de l'argent. Dites-moi ce que nous devons faire. Maître Lambert sourit, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un avocat qui venait de recevoir l'autorisation d'entrer en guerre. Premièrement, nous allons tout documenter. À partir de maintenant, vous allez tenir un journal détaillé. Ce que vous faites chaque jour, à qui vous parlez, chaque décision cohérente que vous prenez. Je veux des horodatages, des détails, des preuves que vous êtes saine d'esprit. D'accord. Deuxièmement, nous allons vous faire évaluer par un psychiatre indépendant. Pas votre médecin de famille qu'ils ont déjà influencé, mais un spécialiste en santé mentale gériatrique. Quelqu'un qui pourra témoigner que vous êtes cognitivement saine. Bien. Troisièmement, et c'est crucial, Hélène, vous ne devez pas leur faire savoir que vous savez. Vous devez agir normalement. S'ils réalisent que nous sommes au courant, ils pourraient accélérer leur plan ou détruire des preuves. Cette invitation à dîner prenait soudain un sens horrible. Ils voulaient que je sois là ce soir pour une raison, n'est-ce pas? Je soupçonne qu'ils prévoyaient de vous faire signer quelque chose. Peut-être une procuration glissée parmi d'autres papiers. Juste une planification financière de routine, maman. Où ils auraient pu mettre en scène quelque chose, vous enregistrer ayant un épisode de confusion pour l'utiliser comme preuve supplémentaire. La manipulation était à couper le souffle. Comment a-t-elle pu me faire ça? Les mots sortirent brisés, et je réalisai que je pleurais. 67 ans et mon propre enfant m'avait réduite aux larmes. Maître Lambert posa une main sur mon épaule. Je pratique le droit depuis 30 ans, Hélène. J'ai vu ça trop de fois.
L'argent change les gens. Ou peut-être révèle-t-il qui ils étaient vraiment depuis le début. La semaine suivante, je suivis à la lettre les instructions de maître Lambert. Je tins des journaux détaillés, notant tout, de mes temps de mots croisés du matin à mes services bénévoles à la Banque alimentaire de Paris. Je rencontrai le docteur Sarah Chen, une gérontopsychiatre qui me fit passer une batterie de tests cognitifs. J'obtins des résultats bien supérieurs à la moyenne pour ma tranche d'âge. Madame Dubois, dit le docteur Chen après notre 3e séance, je peux affirmer avec une totale confiance professionnelle que vous ne montrez aucun signe de déclin cognitif, de démence ou d'incompétence mentale. Votre mémoire est excellente, votre raisonnement est vif et votre jugement est sûr. En fait, vous êtes plus vif que beaucoup de personnes 2 fois moins âgées. Mais le plus dur fut de prétendre que tout était normal avec Amélie. Elle m'appela le mercredi. Maman, je suis tellement désolée pour dimanche. La mère de David a fait une chute et nous avons dû nous précipiter. Pouvons-nous reporter à ce week-end? Bien sûr, ma chérie, dis-je, le terme affectueux ayant un goût de cendre dans ma bouche. Est-ce qu'elle va bien? Oh, elle va bien. Tu sais comme elle peut être dramatique. Amélie rit. Ce sont familiers que j'avais aimés toute ma vie. En fait, maman, pendant que j'étais au téléphone, David et moi voulions te parler de la création d'une fiducie, tu sais, pour la planification successorale, juste pour s'assurer que tout est organisé au cas où. Eh bien, tu sais, nous ne rajeunissons pas. Elle essayait toujours, même en sachant que j'avais un avocat, même avec la date du tribunal approchant, elle essayait toujours de me manipuler pour lui donner le contrôle légal. Ça semble être une bonne idée, dis-je prudemment. Laisse-moi y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps, maman. Ces choses sont urgentes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Était-ce une menace? Je ne savais même plus. Ce soir-là, mon petit-fils Léo m'appela. Il avait 15 ans, un bon garçon. Du moins, c'est ce que je pensais. Mamie Hélène, je peux passer? J'ai besoin de te parler seule. Bien sûr, Léo. Est-ce que tout va bien? Juste. J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Il arriva 20 minutes plus tard sur son vélo. Son visage était rouge de l'effort. Il avait l'air effrayé. Mamie, je dois te montrer quelque chose, mais tu dois promettre de ne pas dire à maman et papa que c'est moi qui te l'ai dit. Mon cœur se serra. Léo, qu'est-ce que c'est? Il sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Je les ai entendus parler la semaine dernière. Maman et papa, ils ne savaient pas que j'étais à la maison. J'ai enregistré. Je suis désolée. Je sais que c'est mal, mais après avoir entendu ce qu'il disait, j'ai pensé que tu devais savoir. Il appuya sur play, et la voix de ma fille emplit ma cuisine. Je te le dis, David, l'audience est dans 2 semaines. Maître Lambert est peut-être son avocat, mais nous avons la déclaration du docteur Martin. Nous avons les photos. Nous avons tout documenté. La voix de David répondit, et si ta mère se bat? Avec quoi? Nous avons été systématiques. Chaque oubli, chaque rendez-vous manqué, chaque fois qu'elle semblait confuse, le juge verra un schéma de déclin cognitif. Et même si elle essaie de se battre, ça lui coûtera des centaines de milliers d'euros en frais de justice. Quand tout sera fini, il ne restera plus grand-chose de la succession de toute façon. Et si nous gagnons, quand nous gagnerons, la maison sera mise en vente immédiatement. Même sur ce marché, nous devrions récupérer 1,8 million après le remboursement du prêt. Ça résout nos pertes en crypto-monnaie et nous remet à zéro. Ensuite, nous liquidons son portefeuille d'investissement, nous remboursons notre prêt immobilier et nous mettons en place la fiducie pour l'éducation de Léo. Et ta mère? Où ira-t-elle? Une pause. Puis la voix d'Amélie, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Il y a une charmante maison de retraite à Évry, bien moins chère que Passy. Elle ira bien. Elle ne s'en rendra même plus compte bien assez tôt. Léo pleurait maintenant, silencieusement, des larmes coulant sur son visage. Mamie, je suis tellement désolée. Je ne savais pas quoi faire. Je t'aime. Et il parle de toi comme si tu étais déjà.
Comme si tu n'étais même plus une personne. Je serrai mon petit-fils dans mes bras. Ce gamin courageux qui venait de trahir ses propres parents pour protéger sa grand-mère. Tu as fait ce qu'il fallait, Léo. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Est-ce qu'ils vont vraiment prendre ta maison? La maison où papy et toi avez vécu. Pas si je peux l'empêcher, mon grand. Pas si je peux l'empêcher. J'appelai immédiatement maître Lambert. Quand il entendit l'enregistrement, il resta silencieux un long moment. Hélène, cela change tout. C'est une preuve directe de fraude et de maltraitance de personnes vulnérables. Avec cet enregistrement, nous ne nous contentons pas de nous défendre contre leurs requêtes. Nous passons à l'offensive. Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous allons déposer une demande reconventionnelle. Fraude, tentative d'exploitation financière d'une personne vulnérable, complot en vue de commettre un vol, et Hélène, nous allons nous assurer que chaque juge du tribunal judiciaire sache exactement ce que votre fille a essayé de faire. L'audience arriva plus vite que je ne l'aurais souhaité. J'étais assise dans la salle d'audience avec Léo à mes côtés, sa main dans la mienne. De l'autre côté de l'allée, Amélie et David étaient assis avec leur avocat, un homme à l'allure impeccable dans un costume coûteux. Amélie ne voulait pas croiser mon regard. La juge Maria Rodriguez présidait. Elle avait la cinquantaine, des cheveux gris acier et une expression qui suggérait qu'elle avait tout vu. L'avocat d'Amélie commença, présentant leur cas. Les photos, les notes du docteur. Martin, la documentation de mon prétendu déclin. Il dépeignit le tableau d'une situation tragique. Une fille aimante essayant de protéger sa mère défaillante d'elle-même. Votre honneur, Madame Dubois est clairement dans les premiers stades du déclin cognitif. Sa fille, Madame Dubois-Fleury, essaie simplement de s'assurer que le patrimoine substantiel de sa mère est protégé et géré de manière responsable avant qu'elle ne prenne des décisions qui pourraient compromettre sa propre sécurité financière. Puis ce fut le tour de Maître Lambert. Votre honneur, j'aimerais présenter l'évaluation psychiatrique du docteur Sarah Chen, achevée la semaine dernière. Le docteur Chen n'a trouvé aucune preuve de déclin cognitif. En fait, Madame Dubois a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne pour sa tranche d'âge dans tous les domaines de la compétence mentale. Il soumit le rapport. La juge le lut attentivement. J'aimerais également présenter des preuves que Madame Dubois-Fleury et son mari ont systématiquement documenté des comportements normaux liés au vieillissement et les ont présentés comme des preuves d'incompétence. La confusion chez Monoprix. Madame Dubois cherchait une marque spécifique de céréales. La désorientation au cabinet du docteur Martin. Elle avait la grippe et une fièvre de 38,5. Le numéro de téléphone oublié. Elle avait récemment changé d'opérateur et s'habituait encore au nouveau numéro. Maître Lambert démantela méthodiquement chaque élément de leur preuve. Mais votre honneur, plus important encore, j'ai la preuve du véritable motif derrière cette requête. Il fit jouer l'enregistrement de Léo. Dans la salle d'audience silencieuse, les voix froides et calculatrices d'Amélie et de David résonnèrent, discutant de mon patrimoine comme si j'étais déjà morte. La maison est mise en vente immédiatement. Liquider son portefeuille d'investissement. Elle ne s'en rendra même plus compte bien assez tôt. L'expression de la juge se durcit à chaque mot. Quand l'enregistrement se termina, Maître Lambert poursuivit, votre honneur, il ne s'agit pas d'une fille aimante protégeant sa mère. Il s'agit d'une tentative préméditée d'exploitation financière. Madame Dubois-Fleury et son mari sont en grande difficulté financière en raison de mauvais investissements. Ils pourraient gagner plus de 5 millions d'euros en faisant déclarer Madame Dubois incompétente. Ils ont manipulé des dossiers médicaux, mis en scène des photographies et construit un faux récit, tout cela pour voler les économies de toute une vie de leur propre mère. L'avocat d'Amélie se leva rapidement. Votre honneur, cet enregistrement a été obtenu à l'insu et sans le consentement de ma cliente. Il est irrecevable. Dans un procès pénal, peut-être, le coupa la juge Rodriguez, mais il s'agit d'une procédure civile concernant la tutelle, et je suis très intéressée à comprendre les motivations derrière cette requête. Elle se tourna vers Amélie. Madame Dubois-Fleury, souhaitez-vous m'expliquer pourquoi vous discutez de la vente de la maison de votre mère et de la liquidation de ses biens alors qu'elle est assise dans cette salle d'audience, clairement saine d'esprit?
Amélie ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Votre honneur, réussit-elle finalement à dire. Cet enregistrement a été sorti de son contexte. Nous discutions simplement d'une planification successorale hypothétique. Une planification successorale hypothétique qui implique de placer votre mère dans une charmante maison de retraite à Évry pendant que vous empochez près de 2 millions d'euros de la vente de sa maison. La voix de la juge était glaciale. Madame Dubois-Fleury, je siège à ce tribunal depuis 18 ans. Je reconnais l'abus financier des personnes âgées quand je le vois. La juge Rodriguez regarda longuement les papiers devant elle. Puis elle regarda directement Amélie et David. Je rejette cette requête avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut être redéposée. De plus, j'émets une ordonnance restrictive. Madame Dubois-Fleury et Monsieur Fletcher ont l'interdiction de contacter Madame Dubois ou de s'approcher à moins de 100 mètres de sa résidence pour une durée minimale de 2 ans. Je réfère également cette affaire au procureur de la République pour d'éventuelles poursuites pénales pour fraude et abus de faiblesse. Elle se tourna vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Madame Dubois, je suis profondément désolée pour ce que vous avez vécu. Aucun parent ne devrait avoir à endurer ce que votre fille vous a fait subir. J'ordonne que tous les frais de justice liés à votre défense soient payés par les requérants. De plus, je vous recommande d'envisager de mettre à jour votre testament pour vous protéger de toute tentative future de manipulation. Amélie pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient les larmes de quelqu'un qui venait de tout perdre. Maman, s'il te plaît, cria-t-elle alors que la séance était levée. Maman, tu dois comprendre. Je me retournai pour la regarder une dernière fois. Ma fille, la petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais accompagnée à l'hôtel le jour de son mariage, que j'avais cru connaître. Je comprends parfaitement, Amélie. Je comprends que tu étais prête à me détruire pour de l'argent. Je comprends que tu voyais ta propre mère non pas comme une personne, mais comme un patrimoine à liquider. Je comprends que le père que tu prétendais avoir tant aimé aurait honte de ce que tu es devenu. Léo me serra la main. Mon petit-fils, qui avait eu le courage de faire ce qui était juste, même si cela signifiait trahir ses propres parents. Mamie, on peut rentrer à la maison maintenant? Oui, Léo. Rentrons à la maison. Alors que nous sortions du palais de justice, Maître Lambert marcha à mes côtés. Hélène, c'était incroyablement difficile. Comment vous sentez-vous? Honnêtement, je ne sais pas. Je regarde Léo, mais je sais que toute famille n'est pas de sang et que tout sang n'est pas famille. J'ai perdu une fille aujourd'hui, mais j'ai gagné la certitude d'avoir élevé au moins une personne avec intégrité. Ce soir-là, assise dans ma maison de Passy, la maison où Jean et moi avions construit notre vie, j'appelais mon avocat une fois de plus. Maître Lambert, je dois mettre à jour mon testament. La maison, les investissements, tout. Je veux créer une fiducie pour l'éducation et l'avenir de Léo. Amélie n'aura rien. Pas un centime. Elle a fait son choix. Vous en êtes sûre, Hélène? C'est permanent. J'en suis très sûre. Et Maître Lambert, je veux qu'il soit explicitement indiqué pourquoi. Je veux que le testament détaille exactement ce qu'elle a essayé de faire, de sorte que si jamais elle essaie de le contester, un juge connaîtra toute l'histoire. Considérez que c'est fait. Léo emménagea avec moi une semaine plus tard. Ses parents l'avaient mis à la porte quand ils ont réalisé qu'ils les avaient enregistrés. 15 ans, et ils avaient choisi l'argent plutôt que leur propre fils. Mais j'avais une grande maison et un cœur encore plus grand, et Léo avait besoin de quelqu'un qui le ferait passer en premier. Nous avons établi une nouvelle routine, le petit déjeuner ensemble avant l'école, les devoirs à la table de la salle à manger, des excursions en montagne le week-end. Léo m'aidait dans le jardin, plantant des légumes là où Jean cultivait ses roses. Mamie, demanda-t-il un samedi matin alors que nous désherbions. Est-ce que tu lui pardonneras un jour? À maman, je veux dire. Je me suis assise sur mes talons, réfléchissant attentivement à la question. Le pardon, ce n'est pas pour eux, Léo. C'est pour ne pas laisser leurs actions empoisonner ce qu'il reste de ta vie. Est-ce que je pardonne ce que ta mère a essayé de faire? Non. Aurais-je à nouveau une relation avec elle? Probablement pas. Mais je ne passerai pas mes dernières années consumées par l'amertume.
Il me reste trop de vie à vivre. Et maintenant, je tais-toi pour m'aider à le faire. 6 mois plus tard, Léo et moi étions dans le jardin ensemble, regardant la plaque nouvellement installée. Le nom de Jean, ses dates, et une citation que nous avions choisie ensemble. La famille, ce n'est pas toujours le sang. Ce sont les gens qui sont à vos côtés quand tous les autres s'en vont. Tu crois que papy aurait aimé ça? Demanda Léo. Je pense que ton grand-père aurait adoré ça, et il aurait été si fier de toi. Mon téléphone sonna. C'était Maître Lambert. Hélène, je pensais que vous aimeriez savoir. Le procureur a décidé de porter plainte. Amélie et David ont plaidé coupables de tentative de fraude. Ils ont reçu des peines avec sursis et 2 ans de probation, mais c'est maintenant dans leur casier judiciaire. Et ça veut dire que c'est vraiment fini. Ils ne peuvent pas s'en remettre. Votre patrimoine est en sécurité. Votre autonomie est protégée. Et vous pouvez vivre le reste de votre vie en paix. Je regardais Léo, qui arrosait soigneusement les légumes que nous avions plantés ensemble. Mon petit-fils qui m'avait sauvé, que j'avais pu sauver en retour. Merci, Maître Lambert, pour tout. Ce soir-là, alors que Léo faisait ses devoirs et que je lisais à côté de lui, j'ai réalisé quelque chose d'important. Amélie avait essayé de tout me prendre, ma maison, mon argent, ma dignité, mon indépendance. Mais ce qu'elle avait réellement fait, c'était de me montrer ce qui comptait vraiment. Pas la maison d'une valeur de 2,4 millions d'euros, même si j'étais reconnaissante de la garder. Pas le portefeuille d'investissement ou les comptes en banque. Ce qui comptait était assis en face de moi, mâchant son crayon en résolvant des problèmes d'algèbre. La famille, ce n'était pas une question de sang, d'obligation ou d'héritage. C'étaient les gens qui se présentaient quand tout s'effondrait. C'était un gamin de 15 ans qui avait tout risqué pour faire ce qui était juste. C'était une question de seconde chance et de nouveau départ. Jean avait l'habitude de dire que les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand il y a quelque chose à perdre. Amélie m'a montré qu'elle était prête à sacrifier sa mère pour la sécurité financière. Mais Léo m'a montré que le courage et l'intégrité pouvaient encore exister chez la plus jeune génération, même quand cela lui coûtait tout. J'ai 67 ans maintenant, et j'ai plus appris au cours des 6 derniers mois que pendant les 67 années précédentes. J'ai appris que la confiance se mérite, elle ne se donne pas. J'ai appris que les personnes qui prétendent vous aimer le plus peuvent parfois être celles qui vous blessent le plus profondément. J'ai appris que le véritable amour ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous faites quand personne ne regarde. Plus important encore, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que demander de l'aide est un acte de courage. Que se battre contre ceux qui voudraient profiter de vous n'est pas de la vengeance. C'est de l'autoprotection. À quiconque pourrait être confronté à quelque chose de similaire, laissez-moi vous dire ceci. Si quelqu'un dans votre famille essaie de vous déclarer incompétent, de prendre le contrôle de votre vie, de voler ce pourquoi vous avez travaillé, battez-vous. Prenez un avocat. Documentez tout. Faites confiance à votre instinct. Et souvenez-vous que vous avez une valeur au-delà de votre compte en banque, une valeur au-delà de vos actifs. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas confus. Vous n'êtes pas paranoïaque. Si quelqu'un essaie systématiquement de saper votre compétence, c'est parce qu'il veut quelque chose de vous, pas pour vous. Et si vous êtes l'enfant adulte d'un parent vieillissant en train de lire ceci, souvenez-vous que votre héritage n'est pas à vous tant qu'il n'est pas à vous. Vos parents ne vous doivent pas leur maison, leurs économies ou leurs biens. Ils les ont gagnés. Ils décident de ce qu'il en advient. Et si vous essayez de les prendre par la manipulation ou des artifices juridiques, vous pourriez gagner l'argent, mais vous perdrez quelque chose de bien plus précieux. Vous vous perdrez vous-même. Amélie a eu 1 an et demi de planification, d'innombrables heures de manipulation et probablement des centaines de milliers d'héritages potentiels. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Son père, son fils, sa réputation et son amour-propre. Est-ce que ça en valait la peine? Il faudrait lui demander. Mais je soupçonne que dans ces moments de calme, elle connaît la réponse. Quant à moi, j'ai un petit-fils à élever, des légumes à faire pousser et beaucoup de vie à vivre. La maison de Passy n'est plus seulement un actif valant des millions. C'est un foyer.
C'est là que Léo apprend à être un homme intègre. C'est là que les souvenirs de Jean persistent encore dans chaque recoin. C'est là que justice a été rendue et que la famille a été redéfinie. Et ça vaut plus que tout l'argent du monde.